j'avais intitulé justement le titre de mon article était COP29, le cash flow climatique en débat à Bakou. En tout cas, moi, je me suis organisée en fonction des attentes justement des militantes et militants de la société civile un peu partout dans le monde, mais essentiellement la voix des pays du Sud en lien avec ces questions de financement. Donc, ce qui est évident, c'est que déjà, cette COP, elle intervient dans un contexte particulier, parce que c'est un contexte d'urgence climatique inédit. Donc, on parle entre 2022 et 2023 d'une moyenne annuelle de CO2 dans l'atmosphère et à la surface du globe qui a augmenté selon l'Organisation de météorologie mondiale, l'OMM. Et donc, il s'agit aussi de la 12e année consécutive de l'augmentation justement qui a été supérieure justement au degré de 2 ppm enregistré par l'OMM, ce qui signifie qu'on est déjà devant une tendance déjà très importante. Et donc, cette augmentation intra-annuelle de CO2, elle est confirmée. Ce qui est important aussi, c'est que on mentionne de 2010 à 2024, selon la base de données internationale des catastrophes EMDATA, qui a enregistré quelque chose comme 2320 catastrophes naturelles d'origine climatique et météorologique dans les 4 coins du monde. Donc, on a atteint le pic des 371 catastrophes enregistrées en 2021. Ceci inclut les inondations, les tempêtes, les sécheresses et les sécheresses extrêmes. Et nous le sentons vraiment au quotidien dans quelques pays, notamment au Maroc. La question de stress hydrique, elle est vraiment au top de l'agenda gouvernemental ces dernières années. Donc, pour revenir au sujet, on est clairement devant une question épineuse, celle du financement à la COP29. Donc, comme c'est une COP de financement, l'idée était vraiment de voir comment les négociateurs ont réagi face aux attentes et aux messages justement des pays du Sud qui revendiquaient plus d'engagement. Donc, sachant que le dernier objectif financier a été fixé justement en 2009, et donc les pays à revenus élevés avaient déclaré qu'ils mobiliseraient 100 milliards de dollars de financement climatique annuel pour les pays à revenus faibles et intermédiaires jusqu'en 2020, un objectif finalement qui n'ont atteint que 2 ans plus tard. Donc, c'est pourquoi il est important de souligner aussi dans ce contexte que les fonds alloués à l'atténuation du changement climatique sont généralement plus importants. Il y a les chiffres justement de l'OCDE qui indiquent que les pays développés ont mobilisé quelque chose comme 30 milliards de dollars par an pour l'atténuation dans les pays en développement, alors que le financement pour l'adaptation est souvent plus faible que celui dédié à l'atténuation. Donc, un rapport de la Banque mondiale 2023 sur les flux financiers destinés à l'adaptation indique qu'il représente 10 à 15 milliards de dollars par an dans les pays en développement, où notamment les besoins financiers pour l'adaptation sont beaucoup plus élevés. Ils sont estimés à 70 milliards de dollars par an en 2020. Donc, on pourrait clairement se demander pourquoi est-ce qu'il y a cette distorsion, cette différence-là. Et ben, tout simplement parce que l'atténuation a un potentiel de rendement financier direct, plus élevé à long terme, mais nécessite des investissements initiaux importants. Or, les rendements financiers de l'adaptation sont plus difficiles à quantifier à court terme, malgré leurs rendements sociaux, économiques considérables en termes de sécurité alimentaire, de santé publique, de résilience des communautés vulnérables. D'autant plus que l'agriculture, la foresterie et les autres usages de la terre sont justement au sein de ce groupe-là de la FOLU, qui est un secteur critique et qui présente une vulnérabilité considérable avec des besoins d'adaptation très importants, mais qui malheureusement n'ont reçu que 7 milliards de dollars, ce qui représente au fond uniquement 11% de l'ensemble du financement dédié à l'adaptation. Donc, ce déséquilibre existe bel et bien, mais la question qui demeure importante dans ce contexte-là, c'est de savoir si l'objectif de contribution qui est fixé au niveau justement des attentes et des estimations des modèles de l'ONU était vraiment privilégié dans les discussions.
parce qu'on suggère qu'un objectif de contribution en 2025 devrait être de l'ordre de quelque chose comme 0,89 billion de dollars en 2025 et aller jusqu'à 1,46 billion de dollars d'ici la cinquième année de mise en œuvre. Donc, c'est un peu les attentes, les rapports de l'ONU, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on a senti dans les discussions sur place. Et puis, il y a aussi cette question de cet objectif de la NCQG qui est traité exclusivement sous un aspect quantitatif, alors qu'on aimerait aussi la traiter de manière qualitative. Donc, au-delà de cet aspect-là, et il y a des analyses, j'ai cité dans mon article justement les analyses du Climate Policy Initiative, qui indiquent que les 10 pays les plus touchés par le changement climatique entre 2000 et 2019 n'ont reçu que 23 milliards de dollars, soit moins de 2% du total de financement de lutte contre le changement climatique. Donc, il est très inquiétant justement dans ce contexte de voir que la dette est un instrument financier le plus utilisé pour canaliser le financement climatique au niveau mondial. Et donc, cette dette représente aussi, selon la même source que j'avais citée, quelque chose comme 766 milliards de dollars, donc l'équivalent de 61% du total du financement, au moment où les fonds propres représentent 33% et les subventions 59 milliards de dollars, l'équivalent de 5%, donc ce qui est minime. Et donc sur le total de financement par la dette, on a 561 milliards de dollars qui ont été fournis au taux du marché, ce qui représente 53% du total des financements climatiques répertoriés. Donc la dette émise justement directement par l'intermédiaire des bilans s'est élevée en moyenne à 129 milliards de dollars, donc de 10%. Et les financements concessionnels ont représenté 11% du total de financement climatique. Tandis que on parle beaucoup de justement de dettes et de financement à faible coût pour des projets des pays plus vulnérables. Et ben finalement cette dette-là, dite à faible coût, n'a constitué que 6% du financement climatique pour atteindre 76 milliards de dollars en 2021, 2022. Donc aussi, cette question de dette climatique est très importante pour les pays du Sud parce que cette situation alourdit justement le fardeau de la dette qui est déjà considérable dans les pays en développement. Et dans cette perspective, on pourrait aller voir d'autres exemples. Moi, j'ai cité le Grant Equivalence, qui est afin de comprendre justement l'impact financier net des subventions et de tenir compte des différents facteurs économiques comme les conditions de remboursement, le taux d'intérêt ou encore les risques encourus par les bénéficiaires. Je pense que ça serait peut-être une idée déjà de généraliser ce modèle-là pour évaluer vraiment l'impact de cette dette et vraiment de manière nette, comme j'ai cité. Donc, c'est pourquoi il était impératif de repenser, selon nous, la question de la NCQG sous cet aspect qualitatif, en mettant l'accent sur l'utilisation stratégique des fonds publics et sans oublier la transformation du système financier, notamment les institutions financières internationales, la Banque mondiale, le FMI, les banques de développement qui soutiennent un peu tout cet écosystème de financement climatique. Et puis vers la fin, c'était comme un appel aussi. On veut déverrouiller le capital financier, on veut déverrouiller le capital, mais il ne faut pas déverrouiller que le capital. Donc, il est évident que c'est une COP qui positionne comme conférence de dernier espoir du financement du climat. Mais il ne faut pas oublier qu'en termes d'échéance, il s'agit aussi de la N-1, de l'annonce des contributions nationales déterminées des pays, donc les NDC. Et donc, ce financement, il conditionne aussi comment les pays vont planifier leur contribution nationale et aussi avec qui ils vont faire cette planification. Donc, on a l'accord de Paris qui ne rend pas obligatoire la participation formelle de la société civile et des populations locales, mais il reconnaît quand même l'importance de l'engagement des acteurs non étatiques, les entreprises, les villes, les ONG, dans la lutte contre le changement climatique. Donc, il serait aussi important de mettre en lumière la question d'une NDC citoyenne, et pas vraiment experte en recrutant
dans des bureaux d'études qui vont finalement faire cette planification-là. Donc, on parle aussi de déverrouiller les consultations pour aller au-delà de ces NDC expertes. Et donc, et sur un autre registre, il y a une question aussi capitale qui est les garanties en matière de droits de l'homme, fondées sur les principes directeurs du Business and Human Rights et qui doivent être intégrés aux efforts qui visent à mobiliser les financements du secteur privé dans le cadre de ce nouvel objectif collectif quantifié en matière de financement. Donc, pour dire finalement que c'est pas juste une COP de cash, mais c'était une COP qui était censée mobiliser un financement qui respecte les obligations en matière de droits de l'homme, notamment d'égalité entre les hommes et les femmes, des droits des personnes en situation de vulnérabilité, et aussi les questions d'équité, de responsabilité commune mais différenciée et de capacité respective des pays, de réactiver aussi les principes comme le principe pollueur-payeur. Donc, en gros, un financement efficace mais accessible aux pays qui en ont le plus besoin.